Alors, je n'ai pas de conflit d'intérêt. Le septum interauriculaire peut paraître une structure simple. En fait, c'est une structure complexe qui est due à la coalescence du septum primum, qui est la première séparation entre les deux oreillettes, puis du septum secundum qui se développe du côté droit et qui laisse, pendant la vie fœtale, un orifice un peu en chicane qui permet le shunt de la circulation pulmonaire chez le fœtus. Alors, on retrouve bien cela en échographie, là, ici, en transœsophagienne, le septum secundum du côté droit, qui est épais, et le septum primum, beaucoup plus souple, du côté gauche. La CIA, elle, est un vrai défect au sein du septum interauriculaire. Alors ici, dans ce topo, on va s'occuper uniquement des CIA de type ostium secundum, donc qui sont situés en position de fosse ovale et qui peuvent être décalés soit vers le haut, le bas, l'avant du septum interauriculaire. Quelle prothèse va-t-on pouvoir utiliser pour fermer les défects du septum interauriculaire? Alors maintenant, vraiment le plus souvent, la prothèse d'Amplatz ou ses dérivés qui sont des doubles disques de nitinol. Et puis une autre prothèse qui est faite avec des disques de PTFE montés également sur du nitinol. On a des prothèses dont les disques sont séparés simplement par un axe central, donc pour les foramen ovales ou les CIA de type multiperforé, et puis des prothèses qui sont dites autocentrées avec un stent central qui va les centrer dans les CIA. Alors les recommandations pour la fermeture des CIA, on va les simplifier pour dire qu'il y a indication de fermeture d'une CIA quand il y a un shunt significatif, donc une dilatation des cavités droites ou un rapport de débit supérieur à 1,5, ou alors quand il y a une embolie paradoxale avec des résistances pulmonaires basses. La fermeture percutanée pour les CIA, donc ostium secundum, et maintenant la procédure de première intention. On va la réserver aux CIA, donc ostium secundum, qui sont bien centrés au centre du septum interauriculaire, avec des rebords suffisants qui ont été bien décrits par Amine, vers la veine cave supérieure, en arrière de l'aorte, vers les valves auriculo-ventriculaires, la veine cave inférieure et postérieure. Ces rebords, en dehors du rebord rétro-aortique, doivent être supérieurs ou égaux à 5 mm, et habituellement, on ferme les CIA de moins de 38 mm, parce qu'on a des prothèses jusqu'à 40. Le challenge de l'échographiste va être d'identifier les candidats à la fermeture par voie percutanée, de récuser les anatomies défavorables ou celles qui ont un risque d'embolisation et d'érosion, et d'identifier les patients qui vont présenter des difficultés techniques et donc pour lesquels on devra recourir à des techniques modifiées. Alors, le TT n'a pas toujours bonne presse pour les CIA et pourtant on peut voir beaucoup de choses. Il faut vraiment faire une évaluation pas à pas dans toutes les coupes, parasternal petit axe, apical 4 cavités, sous-costal grand axe et petit axe, pour voir la localisation de la CIA, sa taille, ses rebords, le nombre, est-ce qu'il y en a une ou plusieurs, et s'il y a des lésions associées. Toujours avoir un regard critique sur la taille de la CIA par rapport à la taille des cavités droites, pour rechercher si on a une petite CA et une grosse dilatation des cavités droites, un RVPA, ou alors des CIA multiples, ou alors à l'inverse, quand on a une CIA en particulier en apicale qui paraît grande et pas de dilatation des cavités droites, on peut ne pas voir le septum primum qui ferme la fosse ovale. Alors, vous voyez ici l'analyse d'une CIA en transthoracique, donc toutes les incidences que je vous ai montrées par les dessins. On insiste sur le T-artefact pour bien dire qu'il n'y a pas de septum entre donc c'est le renforcement de la berge postérieure ici, on peut le trouver également en antérieur. Sinon, il faut voir vraiment un shunt passer en apical 4 cavités. J'insiste aussi en transthoracique, en vue sous-costale. Ici, vous avez l'impression, donc c'est une jeune fille qui avait de 14 ans, on a une CIA qui est large, mais qui paraît bien centrée, avec des bons rebords, postérieurs et vers les valves auriculo-ventriculaires en long axe. Donc on a l'oreillette gauche ici, le foie ici, l'oreillette droite ici.
Quand on tourne le capteur en anti-horaire pour aller voir la veine cave inférieure, on va voir le rebord postéro-inférieur de la CIA qui est ici absent. Et ce n'est pas toujours facile chez l'adulte, mais ici on voit que le flux vient mouler la paroi postérieure de l'oreillette droite, donc il n'y a pas de rebord postéro-inférieur. Donc c'est une contre-indication formelle à la fermeture par voie percutanée. Le TO est un examen qui a une meilleure définition. Les sondes sont juste en arrière du massif des oreillettes, donc on a des plus belles images, mais il faut se rappeler que c'est un examen semi-invasif pour lequel on ne voit pas très bien le rebord postéro-inférieur que je vous ai bien montré en transthoracique. Son avantage essentiel, c'est de montrer des images en 3D, donc des images en face du septum interauriculaire. On va refaire toute l'analyse qu'on a faite en transthoracique à 0 degré, en coupe petit axe sur l'aorte et en coupe bicavale entre 60 et 120 degrés. Donc vous voyez ici, vers 0 degré, le rebord vers les valves auriculo-ventriculaires, le rebord postérieur. En arrière de l'aorte, ici l'absence de rebord, mais un rebord postérieur. Ici, vers 90 degrés, le rebord supérieur et le rebord inférieur, qu'on retrouvera bien ici en coupe bicavale. Donc, en vue en face, du côté de l'oreillette droite et du côté de l'oreillette gauche, on a simplement retourné l'image. On va pouvoir dégager, ici vous voyez que c'est une CIA multiple, tous les rebords, et on va pouvoir également localiser les CIA les unes par rapport aux autres. Alors, c'est très important pour voir les formes anatomiques complexes qui vont rendre difficile, ou en tout cas, on devra planifier les procédures, donc en fonction de la taille, de la qualité des rebords. Ici, dans les CIA multiples, là, on a deux défects qui sont bien distants, on va pouvoir les fermer par 2 prothèses. Parfois, on mettra une seule prothèse. Une autre forme difficile, c'est le malalignement septal. Ici, en petit axe, vous voyez un petit rebord rétro-aortique et un rebord postérieur qui descend en avant au lieu d'être dirigé vers le rebord rétro-aortique. Ici, un malattachement septal. Alors, c'est des CIA qui paraissent simples. On a l'impression qu'elle est petite. En fait, quand on passe le guide à l'intérieur, vous voyez que le septum primum est là. Il y a des attaches le septum secondum est là, la CIA ici. Vous voyez ici des attaches du septum primum assez loin dans l'oreillette gauche par rapport au septum primum. C'est ce qu'on appelle les CIA spiralées ou les CIA en anneau de clé, qui sont difficiles à mesurer et qui exposent au risque d'embolisation. Vous voyez ici, on la ferme par une prothèse qu'on avait mesurée de gauche à droite, et en fait, dans l'après-midi, on va chercher la prothèse dans l'aorte. Donc on l'a remesurée et fermée avec une prothèse beaucoup plus grande. Autre forme anatomique complexe, quand on a un problème d'accès, soit par l'anomalie des retours veineux, soit parfois par la présence d'un réseau de Chiari ou d'une valve d'Eustachi. Alors vous voyez ici du réseau de Chiari, c'est-à-dire c'est comme une valve d'Eustachi, mais très souple et multiperforée. La difficulté, c'est que parfois on passe à travers pour aller fermer la CIA et que vous voyez ici que la prothèse a été étranglée par du réseau de Chiari. Donc on va utiliser d'autres techniques pour passer dans la CIA avec une pictelle ou une sonde à ballon. Enfin, pour les CIA, on a également des formes qui paraissent anatomiquement simples, mais qui sont hémodynamiquement complexes. Alors, celles qui ont une hypertension artérielle pulmonaire, il faut faire une hémodynamique invasive. L'échographie ne va pas répondre à tout. Éventuellement faire un traitement, les réévaluer, et parfois on peut les fermer éventuellement avec fenestration. Quand on a eu de la fibrillation auriculaire, il faut penser à faire l'ablation avant de fermer le trou. Et quand on a une élévation des pressions gauches, faire un test d'occlusion. Ici, une dame de 70 ans aux multiples facteurs de risque en fibrillation auriculaire chronique était adressée pour fermeture de CIA. Elle avait une HTAP post-capillaire mesurée au cathétérisme avec un capillaire à 21, une pression diastolique pulmonaire à 20, une moyenne à 41, un rapport de débit bien haut à 2,5, mais des résistances basses. En échographie transthoracique,
on est intrigué par la taille de l'oreillette gauche, l'aspect restrictif du flux mitral, mais également de la CIA qui est un peu aliasée, avec un gradient à 12 en maximum. En ETO, on a une vraie CIA, ovale, mais une vraie CIA, et on va faire un test d'occlusion après 1 mois de traitement diurétique par la bouche. Donc, vous voyez ici, avant l'occlusion, on a une OG à 14, on a un flux mitral qui n'est pas tout à fait normal, mais un flux veinopulmonaire qui paraît relativement normal. On ferme le trou, l'OG passe à 33, et les flux, aussi bien mitral que dans la veine pulmonaire, se modifient, deviennent franchement restrictifs. Donc on n'a pas fermé cette CIA qui se comporte comme une décharge. Je suis passée peut-être un peu vite sur les CIA pour aborder peut-être un peu plus longuement le foramen ovale perméable. Alors pour parler des circonstances de découverte, la plus fréquente, c'est l'existence d'embolies systémiques, et essentiellement dans les AVC du sujet jeune. On s'est aperçu dans les AVC cryptogéniques, qui représentent un peu plus d'un tiers des AVC du sujet jeune, que la prévalence du foramen ovale était plus importante, puis que la présence d'un foramen ovale augmentait le risque de récidive, puis que de fermer ce foramen ovale, on diminuait le risque de récidive. Le mécanisme n'est pas très bien connu. Embolie paradoxale, c'est probablement le cas le plus fréquent, mais il est rare de visualiser un thrombus comme on le voit sur cette image que m'a donnée Guillaume Clerfond. On a discuté l'effet thrombogène au sein du foramen ovale lui-même ou l'existence d'une vulnérabilité, d'une maladie de l'oreillette. La prévalence du foramen ovale a été aussi montrée plus fréquente dans les migraines et dans les accidents de décompression du plongeur. Et puis, autre circonstance de découverte, c'est l'hypoxie, en particulier dans le syndrome de platine-orthidooxie, où soit après des modifications anatomiques, par exemple une pneumonectomie, ou alors chez les personnes plus âgées, une horizontalisation de l'aorte. L'aorte va tirer ou appuyer sur le septum interauriculaire et on va avoir un effet Spinnaker qui va réouvrir le foramen ovale, et parfois dans des pathologies du cœur droit. La difficulté, en particulier chez les AVC du sujet jeune, ça va être de voir l'imputabilité de ce foramen ovale. Et là, en fait, on doit avoir vraiment un travail multidisciplinaire avec les neurologues qui vont regarder si le foramen ovale est responsable par la localisation de l'ischémie et par le score d'Europe. Nous, les cardiologues, on va devoir faire le diagnostic de FOP et dire s'il est à risque. Alors, comment on fait le diagnostic de FOP? On va d'abord analyser, comme pour la CIA, le septum dans toutes les incidences, également en Doppler couleur, pour voir s'il y a un champ de couleur. Et puis ensuite, on va réaliser une épreuve de contraste, soit avec du sérum physiologique, c'est la chose la plus classique, soit avec des macromolécules, comme nous on le fait à Clermont, parce qu'on a une meilleure qualité de contraste. Soit certains proposent d'utiliser un cc de sang du patient, et c'est ce qu'on fait en salle de cathétérisme. On va faire une épreuve à l'état basal, où on peut sensibiliser par la toux, et puis 2 épreuves en Vasalva, et si on est en ETO, on fera dans 2 incidences différentes. Il faut enregistrer ces épreuves. Normalement, le shunt dans un foramen ovale perméable doit être précoce, donc dans les 5 premiers cycles cardiaques, après l'arrivée du produit de contraste dans les cavités droites. Alors, il n'y a pas vraiment de gold standard. Il y a plusieurs méthodes pour faire le diagnostic de ce shunt. Il n'y a pas de gold standard. On peut utiliser le Doppler transcrânien, le TT, le TO. Ces techniques sont complémentaires. Le Doppler transcrânien a la meilleure sensibilité, mais il n'est pas du tout spécifique. Et le TO a un problème, c'est qu'on peut difficilement faire des bonnes manœuvres de Vasalva. Par contre, elle est beaucoup plus spécifique et elle permet une analyse du septum interauriculaire, mais également dans les AVC du sujet jeune, rechercher une autre cause d'embolie. Alors, la manœuvre de Vasalva, elle n'est pas toute simple. Il faut savoir la faire. Il y a 3 phases. Faire inspirer le patient, le faire pousser, et normalement on doit faire l'injection à ce moment-là, et ensuite le faire relâcher brutalement. Comment on sait si c'est valable? Le plus simple, alors on peut analyser le flux mitral, le plus simple c'est de quand même voir
la variation de taille des cavités droites et également le septum interauriculaire qui va bomber au moment du relâchement. Là, vous voyez, quand le patient pousse, les cavités sont petites et quand il relâche, elles se tendent avec l'apparition du retour veineux. Sous sédation, c'est plus difficile. Donc en ETO, ce n'est pas du tout facile de faire une manœuvre de Valsalva. Et donc quand les patients sont endormis, on peut faire une pression abdominale ou des manœuvres avec le respirateur. Donc voilà, moi j'utilise une rampe avec une perfusion pour qu'on puisse répéter les manœuvres. Ce shunt il peut être variable. Il est difficile à mettre en évidence quand il y a une élévation des pressions gauche et parfois il peut être positionnel. Il peut être gêné aussi à mettre en évidence quand on injecte par le bras et qu'il y a une grande valve d'Eustachi qui détourne le flux de la veine cave inférieure et certains ont proposé une injection par une veine du membre inférieur. Il y a un diagnostic différentiel, c'est quand le shunt est tardif, dans le syndrome porto-pulmonaire. Vous voyez ici, le shunt apparaît mais tardivement et il va se renforcer. Et en angio, chez le même patient qui avait une hypertension pulmonaire secondaire à une cirrhose, on voit la vascularisation pulmonaire qui est pommelée avec un retour rapide dans l'oreillette gauche. Donc c'est des microfistules. Alors, on va parler de foramen perméable à risque. Mas a bien, avec l'étude FAPASIA, montré ses caractéristiques. On va pouvoir quantifier le shunt. J'avoue que ce n'est pas très facile de savoir s'il y a 10 bulles, 20 bulles, plus de 20 bulles. Quand il y a moins de 10 bulles, on va parler de shunt minime. Après, on parlera de shunt significatif et de shunt important quand il y a plus de 20 bulles. La taille du FOP, c'est l'ouverture entre le septum primum et secondum, ça se mesure en ETO. L'existence d'un anévrisme du septum interauriculaire, de réseau de Chiari ou de valve d'Eustachi, ou simplement de septum interauriculaire hypermobile. Pardon. On peut y rajouter le shunt spontané, la longueur du tunnel entre les deux septa, l'épaisseur des septa, et certains ont pu proposer des scores, mais qui ne sont pas très utilisés. Alors, l'anévrisme, vous voyez ici en transthoracique et un autre en transœsophagien, il a une base de plus de 15 mm et une excursion de 10 d'un côté ou de l'autre du septum interauriculaire, et il peut être classé en fonction du côté où il bombe. Le FOP peut avoir des orifices multiples dans 11% des cas. Il faut bien le savoir parce que si on ferme un orifice, il va rester un shunt. Ici, c'est assez facile à voir. On voit ce septum primum qui semble posé à distance du septum secondum avec un shunt de chaque côté, assez important. Et il a pu être fermé de façon efficace par 2 prothèses. Quand on a une valve d'Eustachi assez longue, quand on a un septum interauriculaire avec un tunnel, alors quand le tunnel est souple, ce n'est pas un problème parce que la prothèse va ramener le septum primum, donc on n'aura pas de problème à le fermer. Par contre, quand ce septum primum est épais, quand l'ouverture est peu importante, certains ont proposé de faire un transseptal à côté ou de dilater le tunnel pour permettre de fermer le trou. En fait, on peut changer... Oui, encore une minute. On se donne encore une minute. C'est passionnant, mais... Pardon. Donc, voilà, quand on a une valve exubérante, un mal-alignement septal, alors l'avenir, ça peut être cette prothèse de fermeture par suture. Je vais passer sur le shunt résiduel où à 6 mois, il faudra faire une échographie transœsophagienne pour regarder s'il y a un trou restant ou un déplacement de la prothèse qu'il faudra refermer. Le suivi va se faire à J1, M1, M6 et M12. Et pour terminer, juste ce patient de 76 ans qui avait un syndrome de platypnée orthodoxie dû à une syphose, avec l'absence de shunt en position couchée, un shunt en position assise, un shunt permanent en ETO
qui va être fermé de façon simple et très efficace avec absence de shunt assis et couché. Voilà. Donc pour la CIA, on peut faire une analyse pas à pas en ETO, une ETO SIDOUT et une imagerie de coupe pour les retours veineux. Et pour le foramen ovale perméable, l'ETO va permettre de bien voir l'anatomie. L'imputabilité, il faut un staff multidisciplinaire. Voilà, je vous remercie.